C'est une grande école de commerce française qui est au sommet de la hiérarchie des business schools mondiales. Il s'agit de l'ESCP Europe qui figure désormais à la première place du palmarès du Financial Times devant HEC et très loin devant l'ESSEC. Alors c'est une performance pour cette école parisienne qui a tout misé sur une formation totalement internationale. Alors pour parler de ce classement, j'ai demandé à Brigitte Fournier, directrice de l'agence Noir sur Blanc, mais également grande spécialiste de l'enseignement supérieur et des grandes écoles de commerce. Bonjour Brigitte. Bonjour Gilbert. Alors, juste en deux mots, on va parler du Financial Times. On rappelle ce que c'est le classement du Financial Times dans les grandes écoles de commerce. Absolument. Donc le Financial Times, c'est le support le plus important et le plus international en Angleterre, qui édite pour la 6e fois cette année son classement master qu'il a mis en œuvre et qui classe les formations master qui existent de par le monde. C'est sur le placement des étudiants, sur l'international, sur la recherche, sur quels éléments? C'est un classement multicritère. C'est un classement multicritère qui prend en compte pas mal de choses, notamment effectivement le poids du salaire, notamment l'international du professorat. C'est vrai que, vous savez, ils téléphonent à tous les anciens de l'école pour demander combien vous gagnez. Ils font des moyennes, hein, c'est ça hein. Absolument, les anciens. C'est vraiment un inspecteur gadget, quoi. Ils vont à fond dans l'enquête pour savoir ce qui se passe. Alors, on passe en revue le classement. L'ESCP, première école du Financial Times, on rappelle que dans ce classement, il y a des écoles indiennes, portugaises, du monde entier. Ça veut dire que c'est du solide, quoi. C'est cette école qui finit première, qui était deuxième ou troisième l'année dernière, qui passe première, ça veut dire quoi, selon vous? Alors déjà, pour rappeler, le classement était un classement européen. Il y a une école indienne, j'ai remarqué, il y a une école indienne. Le Financial Times a voulu effectivement élargir le classement européen à d'autres formations dans le monde. Et le classement, depuis 2 ans à peu près, s'est ouvert à des écoles asiatiques. Et le grand événement de cette année, puisque le Financial Times en a fait effectivement sa couverture, c'est l'entrée d'Ahmedabad dans le top 10 des meilleures business schools mondiales. Mais en sachant que néanmoins, encore aujourd'hui, le classement reste à 80% Et le SCP européen. première, parce que Cocorico, bon, d'accord, les Indiens sont là, on le savait, ils vont monter encore plus dans les années à venir, mais le SCP première. Le SCP première, c'est effectivement pour la hiérarchie française une surprise, oui. puisqu'HEC avait toujours phagocyté la première classe depuis la création du classement. Et l'ESSEC est loin derrière, 9e. L'ESSEC est loin derrière. Qu'est-ce qu'ils ont de plus? L'ESSEC est loin derrière. Donc je crois qu'il faut poser plusieurs choses. Effectivement, le SCP bénéficie là très certainement de critères sur l'international, oui, où tous les critères multicampus, mais aussi d'internationalisation, de mobilité, l'internationalisation. Entre chaque site, la mobilité est obligatoire. Donc il bénéficie effectivement de tous ces critères-là. Ensuite, il faut quand même un peu pondérer les choses. Il faut quand même savoir que dans les 5 à 10 premières écoles, les écarts entre chaque école sont très faibles. Infime. C'est une feuille de papier à cigarette. On a l'impression quand même, HEC s'est pris une baffe. Tout dépend de quel point vous posez, effectivement. HEC premier, HEC troisième, on peut dire qu'HEC s'est pris une baffe, effectivement. Comment ils l'ont vécu, d'après vous? Écoutez, je pense qu'HEC est une école suffisamment sûre de ce qu'elle a entrepris et de ce qu'elle fait pour ne pas être remis en cause par un classement du Financial Times. Maintenant, comme tout classement qui sort, et notamment classements internationaux, vous n'êtes pas sans savoir, Gilbert, puisque vous aussi êtes un fin connaisseur des écoles, que les écoles sont forcément perturbées parce que les anciens sont perturbés, les étudiants sont perturbés. Est-ce que c'est fiable, ces classements? Le classement, le fameux du Financial Times. Si on les prend individuellement, ils ne sont pas viables. Un classement est un classement, mais un classement, si vous voulez, un classement a des critères. Donc, je crois que ce qu'il faudrait faire, et ce que malheureusement peu de familles et peu d'étudiants sont capables de faire, c'est qu'il faudrait qu'ils collectent l'ensemble des classements de l'année, qu'ils regardent les critères de l'ensemble des classements et qu'ils essayent effectivement de faire une analyse croisée de l'ensemble des classements pour arriver à voir quelle est vraiment l'école qui s'en dégage. Mais c'est effectivement une mission un peu impossible qui demande d'avoir une expertise certaine. Un mot sur le modèle français. Sur les 20 premiers, 8 écoles sont françaises, 8 business schools sont premiers. Ça veut dire qu'on apprécie quand même le modèle français dans le monde entier. Les écoles françaises ont toujours, depuis la création du classement, trusté les premières places du Financial Times. Elles étaient un peu plus nombreuses les années précédentes, un peu moins nombreuses cette année. Néanmoins, elles restent d'une présence certaine.
Qu'est-ce qui fait que les écoles françaises sont aussi présentes? Un certain nombre de choses. Premièrement, parce que les écoles françaises ont effectivement hérité à un moment donné d'une espèce de tradition américaine dans laquelle le travail des réseaux d'anciens est devenu quelque chose d'important, dans lequel la relation avec les entreprises est devenue quelque chose de très important, avec des formations qui étaient très liées au stage, la pédagogie liée à l'entreprise, etc. Et Vous êtes en train de nous dire que les grandes l'international. écoles ont tout fait pour être au top niveau, en fait, hein, c'est ça. Et elles ont réussi puisque, comme vous le disiez, le Financial Times. Un mot et un dernier mot sur les universités françaises. Si on les mettait en concurrence dans ce classement du Financial Times, est-ce que les formations en management universitaire seraient classées? Alors, je ne veux pas vous faire que des ennemis avec cette question. Non, hein, non, je vais vous répondre. D'une certaine façon, il y en a déjà une, puisque l'ICN, par son statut, est une oui, école plus ou moins proche de oui, l'université. D'accord, ok, mais parlons sérieusement des universités. Les universités aujourd'hui, à part des formations économiques, n'ont pas vraiment de formation au management. Donc, si vous voulez, ou alors il faudrait que les IAE, d'une certaine façon, arrivent à rentrer dans le classement du Financial Times. Je veux dire, avec toutes les qualités qu'ont les IAE aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a certaines... Les IAE ne rentreraient pas dedans. J'en connais certaines qui ont de très bons corps professoraux, enseignants-chercheurs, etc. Je pense effectivement qu'elles n'ont pas encore la capacité aujourd'hui d'y rentrer pour plusieurs choses. D'abord parce qu'elles n'ont pas cette culture de la compétition, des classements. C'est une culture, le classement. Elles ne l'ont pas. Ouais. Elles n'ont pas la culture de l'international. Elles n'ont pas la culture de la compétition en soi pure et dure. Et elles doivent effectivement encore arriver à faire des efforts sur leur réseau d'anciens, les rapprochements des entreprises. C'est l'objectif de la loi LRE et la loi d'autonomie. Merci beaucoup Brigitte, merci beaucoup. Il fallait vraiment vous inviter pour mieux comprendre ce classement du Financial Times. Plus d'informations sur mcetv.fr. Salut. Merci.